Bonjour, je suis Thomas Ozanski, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en lien avec la climétrie et la notion de fiabilité. Cette fois, nous allons aborder la notion des statistiques pour les variables dites qualitatives. Les variables qualitatives se retrouvent très fréquemment en pratique clinique. Là, prenons l'exemple de poser un diagnostic suite à un test. Nous prenons deux juges, un juge A, un juge B, deux thérapeutes qui évaluent 230 personnes. Prenons par exemple 230 patients qui viennent consulter dans une clinique et on veut tester la fiabilité sur un test de lésion du ligament croisé antérieur, un tiroir antérieur par exemple, ou ce genre de choses. Et là, on peut très simplement étudier combien les personnes semblent tomber d'accord entre elles. Si on fait un tableau de contingence 2 à 2, on met en première ligne les réponses du juge A, toutes les fois où le juge A a dit que les personnes étaient positives et toutes les fois où l'évaluateur A a dit que les personnes étaient négatives. Puis on fait pareil pour les colonnes, pour le juge B, combien de fois il a dit positif et négatif. Puis après, nous remplissons dans la première case la fois où les deux étaient d'accord sur le fait qu'ils étaient malades. Dans la dernière case, la fois où ils étaient d'accord sur le fait que les patients étaient négatifs. Et puis on complète par quand l'un dit positif et l'autre dit négatif, et ainsi de suite. Là, on peut observer sur ces données théoriques qu'on trouve 91,3% d'accord. Ils trouvent 210 fois la même chose sur 230 fois. La question que nous allons avoir à nous poser derrière, c'est de se dire, est-ce que cette statistique nous suffit? Ou, sachant que dans la notion de fiabilité, il y a la notion de potentielle erreur de mesure, est-ce que, quand ils ont fait leur évaluation, y avait-il de la chance qu'ils puissent trouver le même résultat simplement par hasard ou par chance? Si nous essayons de décomposer cette réflexion, ça revient à mesurer le coefficient de kappa indiqué ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme toute notion de fiabilité, que c'est un ratio qu'il faut faire. Et le ratio qu'on fait, c'est la proportion d'accords observés moins la chance, combien j'ai observé de choses qui n'étaient pas de la chance sur l'ensemble de tout ce que je pouvais observer qui n'était pas de la chance. Alors graphiquement, à quoi ça ressemble? C'est de se dire, quand deux personnes discutent, par exemple, de leur diagnostic posé là sur les 230 personnes, leur accord peut aller de 0 à 100%, soit jamais d'accord, soit tout le temps d'accord. Nous avons observé une certaine quantité d'accords. Là, dans l'exemple, 91%, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est de se représenter les choses. Donc, j'observe un certain pourcentage d'accords. Après, je me réfléchis, j'essaie de me dire, dans cet accord, je sais que dans toute mesure, il y a du hasard et il y a de l'accord vrai. Maintenant, la réflexion est de se dire, cet accord vrai, combien il représente de ce qui était possible d'avoir au-delà du hasard? Et donc, on va essayer de faire ce ratio entre l'orange et le gris dans tout ce qui était possible au-delà du hasard, 1 moins PC. Combien est-ce que moi j'ai réussi à trouver de choses avec mon comparse? C'est le principe du kappa. Le kappa le plus fréquent qui est utilisé en pratique clinique actuellement est le kappa dit de Cohen. Il y a plusieurs kappas, nous ne rentrons pas dans le détail, mais à se dire que plusieurs auteurs ont proposé ces différentes méthodes d'évaluation de l'accord entre des juges. Actuellement, le kappa prédomine, et ce qui change, c'est la façon d'estimer la chance dans l'accord. Cohen a proposé de se baser sur la répartition des marginales et sur un test de Key 2. On ne rentre pas dans le détail, mais l'idée est de se dire, je vais estimer la probabilité que les personnes répondent avec les mêmes accords en mettant en contrainte le fait qu'il fallait que 20 fois le juge A dise que des personnes soient positives, 20 fois le juge B qu'elles soient positives aussi, et 210 fois que les deux disent qu'ils étaient négatifs. Si je mets ces contraintes-là, et que j'essaie d'estimer la probabilité que les réponses se répartissent comme ceci, que je trouve un certain pourcentage d'accord entre les deux juges en mettant ces contraintes marginales, combien j'avais de chances de trouver autant d'accords par chance? On fait le calcul, donc là je vous ai mis la formule de calcul si vous souhaitez refaire, mais ne vous embêtez pas, la plupart du temps les logiciels vous le font tout seuls, mais ce qui compte c'est de comprendre un peu la marge derrière. Quand on fait le kappa de Cohen sur ces données-là, on se dit qu'il y avait 84% de chances de trouver un accord tel qu'on l'a observé, en mettant en contrainte les marginales. Et donc, si on fait le ratio, on se rend compte qu'on n'a que 0,45%
de ce qu'on aurait pu trouver au-delà du hasard que nous avons observé. Et donc, ça pose à réflexion en disant, bah, c'est peut-être pas tant que ça, même si on observe quelque chose d'assez grand au début. Et donc, l'intérêt du kappa, c'est de se dire, bah, dans l'accord que j'observe, comment je peux estimer la proportion de ce que j'ai trouvé qui était au-delà du hasard. On essaie toujours de prendre en compte cette notion-là, l'accord que j'avais la chance que j'avais de tomber, d'accord avec la personne, de quelle taille était-elle, la chance de trouver cet accord, et combien ça représente de ce que j'ai observé. Alors là, nous venons de décrire le kappa de Cohen simple, quand deux juges évaluent quelque chose de binaire. On peut aussi réfléchir à si, en fin de compte, au lieu de dire le tiroir antérieur est positif ou négatif, par exemple sur une lésion du genou, ou la personne est Covid, si on fait un test antigénique à notre époque, on peut aussi se dire, au lieu d'être dichotomique, binaire, on peut envisager des stades de gravité. Et là, on rentrerait dans quelque chose qui serait ordinal, en disant, bah, il y a une notion de absence de pathologie, faible pathologie, moyen ou pathologie sévère. Et notre réflexion va devoir être différente. Et pourquoi elle va devoir être différente? Bah, pour une chose assez simple, c'est que contrairement au kappa de Cohen simple, où on était sur deux choses, là il faut prendre en considération un problème qui va amener à devoir dire qu'on doit pondérer. Qu'est-ce qu'on entend dans le fait de pondérer le kappa? Eh bien, si nous prenons le cas de deux thérapeutes qui évaluent des patients et qu'on a un thérapeute qui dit bah les patients ne sont pas malades. On prend le cas du juge A qui dit bah le patient n'est pas malade. Alors que il y a toute une série de patients où le juge B dit bah si en fin de compte ces patients-là étaient très sévères et avaient une pathologie où ils allaient presque mourir. Ben, on voit qu'il y a un désaccord qui est très fort entre ces deux juges. Et ben, il faut prendre en compte que c'est pas pareil entre deux thérapeutes qui sont presque d'accord en disant bah il est pas malade ou il est légèrement malade. Ce n'est pas la même chose que un thérapeute qui dit il n'a rien et l'autre il a l'article de la mort. Et donc c'est ça qui va être intéressant à prendre en considération, c'est cette sévérité du désaccord. Il y a plusieurs façons de prendre en compte, on ne rentre pas dans le détail là-dedans, sur comment faire la pondération. Il n'y a pas de consensus unanime, donc nous on va se référer à ce qui est disponible dans les logiciels. Et donc là justement, je vais vous démontrer comment faire avec le logiciel JASP des mesures de l'accord et des calculs de kappa, kappa simple, kappa pondéré ou kappa de Fleiss, sur lequel on va revenir un petit peu après, qui est pour une généralisation à plusieurs évaluateurs. Sur comment réaliser un kappa de Cohen ou des variations autour du kappa de Cohen pour la mesure d'accord via le logiciel JASP. Pour commencer, allons importer nos données. Donc là, dans les fichiers récents, nous retrouvons nos données du kappa. Donc ça, c'est des données que nous avons utilisées en cours, avec deux juges sur 230 sujets, à savoir s'ils étaient d'accord sur la présence ou l'absence d'une pathologie. Il nous faut utiliser le package Reliability, si besoin, s'il n'apparaît pas spontanément, ce module-là, allez le chercher dans le menu plus. Nous avons nos données, nous allons maintenant lui demander dans Reliability de faire une mesure d'accord entre juges, Waiter Agreement. Nous avons nos deux jeux de données, juge A, juge B, c'est ce que nous allons devoir demander d'analyser. En bas, nous vérifions quelle analyse va être faite. Nous avons besoin du kappa de Cohen non pondéré, parce que nous avons simplement deux juges avec quelque chose de binaire, donc nous pouvons supprimer les autres outils d'analyse. Nous avons l'analyse, le kappa non pondéré, évalué à 0,45, donc plutôt faible à modéré. Si nous avions eu quelque chose d'ordinal, avec non cette fois quelque chose de binaire, oui, non, mais quelque chose avec un peu, beaucoup, passionnément, nous aurons dû pondérer pour la sévérité du désaccord, donc nous aurions simplement cliqué sur l'option pondérer, et nous aurions le calcul automatiquement. Là, il n'y a pas de différence, parce que c'est du binaire. Si nous avions eu plusieurs juges, nous aurions pu utiliser le coefficient de Fleiss qui
qui est capable d'analyser quand il y a plusieurs juges, 2 ou plus. Là, on voit que le kappa-de-Fleiss trouve le même résultat quand il n'y a que 2 juges, c'est normal, il sert de généralisation pour plusieurs évaluateurs. Il existe aussi le Clippendorf d'alpha, l'alpha Clippendorf, pardon, qui est une autre méthode d'analyse qui permet de faire un peu plus de calculs aussi généralisés avec aussi différentes méthodes mais qui dépassent largement le cours, mais sachez que cela existe. C'était une rapide vidéo pour vous expliquer comment utiliser le logiciel JASP pour réaliser un kappa de Cohen ou un kappa de Fleiss. Bonne journée. Nous venons de voir du coup comment utiliser le logiciel JASP pour faire du calcul de kappa, kappa de Cohen, kappa de Cohen simple, kappa de Cohen pondéré ou kappa de Fleiss. On se rappelle que le kappa de Fleiss est une généralisation du kappa de Cohen. Il y a par contre un auteur, Gouet, qui a, depuis une dizaine d'années, mis en évidence que le calcul utilisé pour la chance dans le kappa de Cohen avait une certaine faiblesse. En effet, ce qui a été démontré, c'est que pour des cas où la prévalence de l'accord est très faible ou au contraire très fort, le kappa de Cohen, ou aussi le pi de Scott, qui est une autre mesure qui a été proposée avant le kappa de Cohen, les deux pêchent assez fortement et ont tendance à estimer que l'accord par chance est extrêmement élevé dans ces situations-là. Ceci tient au fait de leur modalité d'évaluation, et Gouet a proposé une nouvelle mesure de l'accord entre deux personnes qui s'appuie sur un autre calcul, une autre manipulation des marginales du tableau pour estimer l'accord par chance. Et ce qu'il a montré dans ses modélisations, c'est que ce calcul-là semble moins souffrir du problème de l'incidence, de la prévalence, de l'accord dans les données. Alors si on l'applique à nos données que nous avions tout à l'heure, nos 210 cas où les juges étaient d'accord sur 230, ça fait une très forte prévalence de l'accord dans nos données. Et ce qui, on le voit, avait amené un kappa de Cohen qui nous disait 0,45, donc plutôt faible. Alors que quand on utilise l'estimation du kappa de Gouet, on se rend compte qu'on est sur une estimation de l'accord qui est bien plus intuitive et cohérente, où on considère qu'on a trouvé 0,89 de tout ce qui était possible de trouver de l'accord au-delà par chance. Ça s'explique assez simplement parce que là, nous étions sur un cas de très forte prévalence et on voit que là où nous en étions dans une prévalence de l'accord dans nos données, on a une très forte sous-estimation de l'accord au-delà de la chance par la calcul du kappa de Cohen. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser ce calcul. L'inconvénient, c'est qu'actuellement, il n'est pas disponible sous JASP et donc je vais vous montrer comment le faire avec le logiciel gratuit R. Le petit inconvénient, c'est que ça demande un petit peu de saisie de code et d'installation de package, mais vous allez voir, cela se fait assez simplement avec la version RStudio du logiciel R. Comment faire une analyse de type Gouet, des coefficients d'accord entre deux juges. Pour ceci, on utilise le logiciel RStudio. Ce qui va nous être nécessaire, c'est le package IRR-CAC, donc l'outil qui comprend les analyses de coefficients d'accord corrigés selon Gouet. Si vous ne l'avez pas, allez dans le package et cherchez à installer. Et une fois que vous l'aurez installé, comme à chaque fois, il suffit de l'appeler, de le rendre actif avec la fonction librairie en cochant simplement l'icône à côté. Ensuite, importons nos données. Donc là, nous allons importer des données, encore une fois, depuis un tableur Excel, ce qui est le plus simple, je pense. Là, qui sont rangés, qu'on appelle kappa2, hop, et nous importons. Donc, nous avons 230 observations, 2 variables. Là, nous avons rangé les données avec une colonne pour le juge A, une colonne pour le juge B, et toutes les lignes sont les sujets. Maintenant, comme à chaque fois, je vous conseille d'utiliser la fonction attache pour dire au logiciel que toutes les données que vous allez chercher, les analyses que vous allez faire, vont être sur ce jeu de données, ici kappa2. Maintenant, rentrons dans le descriptif du package IRR-CAC pour voir un peu comment fonctionne
l'analyse avec le coefficient d'accord de Gouet. Alors vous voyez comme à chaque fois il y a plusieurs outils disponibles dans le package. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Gouet accord par rang. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Le créateur de ce package Gouet a permis d'avoir plusieurs types de rentrées de données, ce qui est assez facile. Là, nous avons pris le format où les juges sont en colonne et les sujets en ligne, et on a 2 ou plus évaluateurs. Donc nous cliquons dessus pour savoir comment ça fonctionne. Assez simplement, il nous dit que la fonction à rentrer, le code à rentrer pour analyser nos données et avoir le coefficient, ça va être gouet.ac1.row, et après entre parenthèses rating. Qu'est-ce que rating? Rating est un data frame, une matrice ou un tableau de données avec les colonnes pour les juges et une ligne par sujet. Après, il nous dit qu'on peut faire une pondération. Là, nous n'en avons pas besoin parce que nous sommes qu'avec 2 juges et nous sommes sur du binaire. Et après, on peut labelliser les choses et faire varier l'intervalle de confiance. Donc nous, en fin de compte, on se rend compte que c'est extrêmement simple parce que comme nous sommes sur du binaire de juges, et ben, en fin de compte, on va avoir besoin que de l'argument rating. Alors par contre, il nous faut créer l'argument rating. Donc nous lui demandons de créer un objet qui s'appelle rating, qui va être un tableau de données. Ce tableau de données va comprendre les données de juge A, ainsi que les données de, pardon, c'est une virgule, juge B. Maintenant que nous avons fait ça, il nous suffit d'appeler le calcul, Gouet AC1 row, c'est ce que nous voulions. Nous appelons rating, les données qui nous intéressent, et nous lançons le code. Qu'est-ce que nous observons? Le coefficient, le nom du coefficient qui nous intéresse, AC1, c'est ce qui nous intéresse. L'accord observé, 91,3%, c'est ce que nous avons dans nos analyses, là, c'est de son sujet. L'espérance, enfin, la probabilité par chance, qui est estimée à 0,15 par Gouet, et du coup, la valeur de l'accord au-delà du hasard, selon le calcul de Gouet, avec un intervalle de confiance de 0,849 à 0,944. Voici comment utiliser dans RStudio le package IRR CAC pour faire l'analyse du coefficient de Gouet de type 1 pour la mesure d'accord binaire entre deux juges. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre attention sur ce cours, un peu plus long que les autres, je suis désolé, mais à chaque fois qu'il y a du logiciel, ça prend plus de temps. J'espère que c'était relativement clair sur quoi choisir comme outil d'évaluation de la fiabilité pour des données qualitatives et comment le faire avec les logiciels JASP et R. Toutefois, si vous souhaitez approfondir, n'hésitez surtout pas à aller approfondir avec les notes de bas de page ou aller chercher dans le livre Evidence Best Practice en rééducation. Bonne journée.